projet Confluence, c'est le doublement de l'hypercentre de Lyon, sur 150 hectares, ce million de mètres carrés, et il a été conçu et pensé à l'origine comme cette extension au sud, et d'ailleurs c'était le plan de Michel-Antoine Perrache, à l'origine, auquel on revient et on rend hommage. C'est vrai que cette barrière de Perrache, c'est-à-dire à la fois la gare, mais non seulement la gare et plus tard l'autoroute et le centre d'échange, ça a été une difficulté très importante, mais à laquelle on s'est affronté alors, très tôt, en 2000, et puis il y a eu une pause, puisqu'il fallait développer la phase 1, et on y revient seulement maintenant, parce qu'il y a des arbitrages politiques, financiers, qui fait qu'on peut attaquer d'ailleurs pratiquement par rapport à la gare Pardieu, les deux gares aujourd'hui. Et ce qu'on a devant nous, c'est 10 ans de travail aujourd'hui sur toute cette phase 2, ce marché-gare, mais au-delà du marché-gare, toute l'accroche du quartier sur le quartier existant, et avec un enjeu majeur sur la gare de Perrache. Ici, on est à la place des Archives, on est vraiment face à la gare Perrache, qui est la gare de Lyon qui a posé problème dans l'histoire. Et il y a des solutions qui sont en train de se mettre en place pour vraiment changer tout ce quartier et toute cette jonction. Alors, essayez de nous expliquer tout ça. Perrache a été créé au milieu du 19e siècle. Et tout de suite, il y a un problème. Ils ont été obligés de mettre cette gare à peu près à 6 mètres au-dessus du sol. Pourquoi? C'est assez simple. Les trains arrivant de Paris ou venant de Marseille et s'enfilant en direction de Paris doivent franchir alternativement la Saône et le Rhône. Et donc ils ne peuvent pas être au niveau du sol de la ville, du sol de la presqu'île, parce que toute la navigation fluviale ne peut plus se faire. Ça a créé donc ce premier problème, c'est que d'une certaine manière, on a ce mur, le talus ferroviaire, vous avez une barrière qui avait partiellement résolu avec le percement de 3 voûtes au centre de la gare. C'est pour cela d'ailleurs que pour les Lyonnais, le quartier au sud était derrière les voûtes. Et ce qui fait que derrière les voûtes, on avait plutôt des activités de desserte de la ville, des activités industrielles, des dépôts de bois, de C'était pétrole. le derrière de la gare, c'était vraiment tout ce qu'on ne voulait pas voir en fait, c'est ça. C'est ce qui n'arrive pas à trouver sa place dans un centre-ville. Ouais. Dès le début, ont été prévues 3 grandes voûtes qui en plus permettaient d'asseoir plus facilement les voies de chemin de fer sur le terrain marécageux. La voûte Rhône, pour se la figurer, est aujourd'hui empruntée par le tramway 1, entre les stations Perrache et Suchet. La voûte Saône est aujourd'hui ce tunnel routier qu'on connaît qui amène jusque sous le centre d'échange. Et la 3e voûte, qui était la voûte centrale entre la voûte Rhône et la voûte Saône, est aujourd'hui occupée par le retournement du métro 1, qui est en terminus à Perrache. Et donc on a un espace qui est utilisé par un peu tous les moyens de circulation, que ce soit à pied, en vélo, en voiture, par un même endroit, et qui est dans des conditions d'inconfort très très fort. Et je rajoute un truc, c'est qu'il est arrivé aussi le TGV, et à ce moment-là il y a eu une rénovation de la gare, ou en tout cas au moins on lui a donné des services supplémentaires. On a donc fait une passerelle à 12 mètres au-dessus du sol, puisque cette passerelle, il faut qu'elle soit à 6 mètres au-dessus des voies ferrées, et lesquelles voies ferrées, rappelez-vous, au tout début, sont à 6 mètres au-dessus du sol de la ville. Donc on a 3 niveaux. Le sol de la ville, je veux dire, il est à 0. Le sol des voies ferrées, il est à 6 mètres. Et le sol piéton pour traverser les voies ferrées pour accéder au quai, il est à 12 mètres. Aujourd'hui, quand on arrive de la Confluence, pour accéder au train, et ça du point de vue nous, de la SNCF, du point de vue du parcours client, ça devient de plus en plus difficilement acceptable à partir du moment où le quartier de la Confluence va générer un flux et va drainer un nombre de voyageurs qui prendront le train à Perrache de plus en plus important. Ça devient assez difficile à concevoir qu'un voyageur qui arrive de la Confluence parce qu'il y habite, parce qu'il y travaille, pour prendre le train à Perrache, soit obligé de prendre une batterie d'escalator, de monter au +12, de reprendre un escalator et de redescendre sur les quais. Et on va ouvrir ici de manière à créer un nouvel accès. Et ce nouvel accès, il nous faut évidemment une rampe pour les personnes à mobilité réduite. Donc va arriver à peu près proche de l'ascenseur du parking qui est situé là, et ça sera la nouvelle entrée, le hall de la nouvelle entrée de la gare côté sud. Donc nous n'aurons plus de ces escalators, de ce qui fait que ça va redonner une autre tronche à cette partie. On va étendre la place.
Ça oriente un peu notre réflexion pour essayer de faire une entrée de gare qui soit pour le coup pleinement intégrée à la ville, pleinement intégrée à la place des Archives, et que la frontière entre l'entrée de gare et la place des Archives soit relativement poreuse, que l'entrée dans le système ferroviaire se fasse de façon assez fluide, assez neutre, et qu'on ait plutôt l'impression qu'on rentre dans le système ferroviaire sans avoir l'impression de quitter la place. Cet aménagement, c'était un peu la première opération du projet de Lyon-Confluence. Et c'est une opération qui s'est réalisée entre 2008 et 2010. Finalement, cette place, elle précédait un peu les bâtiments qui se sont installés autour. Donc ce qui est aussi particulier, c'est que finalement, il fallait faire un aménagement qui tienne un peu tout seul et qui prévoit aussi des flexibilités de manière à ce que d'autres projets puissent venir autour. Et puis aussi un peu symboliquement pour dire qu'on n'était plus derrière les voies, mais qu'on pouvait être aussi devant par rapport au nouveau quartier. On a essayé de tirer parti de la longueur pour faire finalement un peu 3 espaces dans la place qui vont avoir des usages assez différents. Le parvis des archives départementales, où on est plutôt sur une petite place sous les pins, avec des espaces d'assises, des vélos, enfin une sorte de petit parvis commode et de petite échelle. On a ensuite une partie centrale qui est très dégagée, de manière à pouvoir accueillir des fêtes, des petites installations type marché de Noël, et puis aussi d'avoir l'ensemble des flux. Et la troisième partie dans laquelle nous sommes, c'est la partie plage-jardin, où on souhaitait avoir un endroit un peu plus frais, plus ombragé, sachant que les aménagements d'espace public se prolongent vers le Rhône en traversée des différents îlots. Le quartier de Perrache-Sainte-Blandine, c'est 7000 habitants, son église, des associations très actives, quartier très populaire, ne suffisait pas à engager des investissements majeurs pour connecter le nord et le sud. Et donc il y a le travail sur la confluence phase 1 et les transformations tout de suite sur le sud de Perrache, dont les prisons. Ça a été un gros morceau, puisque c'est 40 000 mètres carrés comme ça qui bougent tout de suite au pied de ce sol ferroviaire. Et à partir du moment où on avait 4000 étudiants qui sont installés maintenant et qui percolent de l'ancienne université catholique Place Carnot à la nouvelle, ça a été une des conditions de l'accélération, en tout cas pour les élus, de dire, les élus partenaires SNCF, Citral, de dire il faut désenclaver, il faut y aller maintenant. Ça veut dire que tout d'un coup ça bouge, et là d'où l'intérêt aussi qu'on a eu avec la ville de Lyon et la communauté urbaine de faire bouger le projet en fait de Perrache qui va s'ouvrir par tout ce projet sous les voûtes d'ouverture pour aller jusqu'à la place. Et donc c'est un morceau qui fait émerger l'autre morceau et qui vient faire du lien. On est en 2009, l'État a besoin d'argent et décide de vendre ce qui était les anciennes prisons insalubres. On appelait ça la marmite du diable, donc qui explique bien qu'il faisait très très chaud l'été, très très froid l'hiver, et on était dans le 19e siècle. Et c'est à partir de là en fait que tout s'est enclenché. Et puis il y avait quand même 2 prisons qui représentaient quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est que les prisons finalement reflètent l'état d'une société à un moment donné. Lorsque les prisons ont été mises appel à idées pour les transformer, ça c'était 2009. Il nous a semblé que ça valait le coup de bâtir un projet. En plus, la symbolique, bien sûr, de transformer une ancienne prison, en plus très dure, en campus universitaire ouvert sur le monde, ouvert sur la vie et en relation avec le monde et la vie, ça nous a paru un symbole extrêmement fort.
Voyant apparaître en fait un permis de démolir qui arrive sur le bureau de la ville de Lyon, la ville de Lyon s'en inquiète. Les gens autour finalement qui ont l'habitude d'avoir toujours vu ce lieu d'enfermement, finalement s'aperçoivent qu'ils avaient un rapport aussi sensible à ce lieu-là. Et en plus c'est du beau patrimoine. Donc à partir de là, il était important de conserver ce qui était à conserver et d'avoir une vision patrimoniale du projet. Alors dans la construction même de cette prison en 1865, dans un style constructiviste néo-roman, c'était le triomphe du plan panoptique, donc une tour centrale avec une chapelle au 2e étage et en étoile autour de cette tour centrale. Ça, on l'a respecté parce que c'est ça aussi, respecter le patrimoine. Quand on a rénové la chapelle au 2e étage, par exemple, bien sûr, on l'a complètement rénovée, mais de nouveau, on est rentré dans ce qui était le seul lieu de lumière, d'ailleurs, de l'ancienne prison, à plus d'un titre. Lumière physique, lumière intérieure, lumière spirituelle. Et vous voyez, pour nous, entrer dans ce mouvement-là, dans cette dynamique-là, ça a énormément de sens. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous continuons de nous en recevoir quelque part. Ce n'est plus du tout une prison, c'est un campus universitaire ouvert sur le monde. On est vraiment dans une programmation qui fait sens, d'autant plus dans la Confluence. La Confluence se métamorphose, on est sur un projet de résilience d'un quartier important qui était un quartier très dur, des industries qui était au banc en fait, de la ville. Tout d'un coup, derrière les voûtes, avec tout ce qui pouvait s'y passer, tout d'un coup devient un lieu éclairé. Et donc des projets se développent au Confluent. Et il y avait besoin aussi de réancrer dans une certaine culture, dans une certaine ouverture. Et l'université est aussi là pour réintégrer du sens et une sensibilité dans ce grand projet urbain. Cela à l'intérieur du quartier de Confluence, il ne faut pas l'oublier, avec lequel les liens sont forts, aussi bien les archives municipales qui sont en face, le musée de Confluence qui est à l'extrémité, l'hôtel de région, tout ce qui se pense aujourd'hui au niveau de l'habitat aussi, qui lui aussi tient cette mixité sociale comme un élément clé. Un quartier hyper moderne dans la mixité sociale, ça c'est une aventure à laquelle notre université est fière d'apporter sa pierre. Donc ici on est sur le cours Charlemagne, c'est vraiment l'artère principale de la Confluence, enfin de Perrache en fait, de la Confluence. Donc comment ce grand cours articule tout le quartier ? Alors c'est pas que la Confluence, il ne faut pas réduire cette direction nord-sud à la Confluence, parce que c'est toute la presqu'île. Ça prend un autre nom. Mais vous franchissez Perrache, vous avez la place Carnot, on en a parlé, et puis vous avez la rue Victor Hugo, si je ne me trompe pas, et puis vous allez tomber sur Bellecour, et puis etc., ça continue. C'est tout le centre-ville. C'est pour ça que c'est intéressant d'imaginer que ce projet, c'est l'extension du centre-ville, parce que naturellement, finalement, il est constitué géographiquement comme tel. Et alors donc quand même, ce grand cours fait la jonction entre une partie, on va dire, historique, pas historique, mais je dirais ancienne, avec une partie extrêmement contemporaine. Et du coup, comment on rentre petit à petit dans cette nouvelle ville ? Là, il y a un immeuble que j'aime bien. C'est celui qui est à l'angle, là, qui est, je ne saurais pas exactement le dater, parce qu'il peut être un peu d'avant-guerre, comme il peut être des années 50-60. Qu'est-ce qu'il a de caractéristique alors celui-ci ? Ce que j'aime beaucoup, c'est à la fois, vous avez un angle qui est un angle haut, et puis vous avez des dégradés de volume successifs et qui se raccordent à leurs voisins. Et c'est pas très fréquent. En règle générale, on a plutôt un gabarit assez régulier, et celui-ci échappe un peu à la règle. Et nous, ça nous a intéressés parce qu'on s'est posé une question qui était comment raccorder l'ancien et le nouveau. Le nouveau, la Darse, tout autour de la Darse, une architecture de prestige, on va dire, très exubérante à certains moments, qui exprime sa position. Et puis le quartier différent, quartier ouvrier, modeste, avec des accidents de temps en temps. Donc comment on allait pouvoir retranscrire ce passage entre l'ancien et le nouveau. Il ne fallait pas une rupture franche. Voilà. Et ça passe par des vues ? Ça passe par des vues, ça passe par des formes un peu particulières. Et aussi, pour les immeubles et les gens qui habitent dans les immeubles,
qu'est-ce que je donne en partage avec les autres? Et qu'est-ce que je peux donner en partage avec les autres? C'est non seulement qu'on me voit et que moi je vois de l'extérieur, et tous ces jeux intérieur-extérieur, mais c'est aussi les modes de vie. Je suis chez moi, avec mes voisins, il n'empêche que je suis en contact avec la ville et ceux qui passent. Et c'est toujours cette notion-là, c'est la notion du contact. La ville, c'est du contact. Ouais. Parmi les volontés très très fortes, c'était de trouver des transversales qui venaient infiltrer l'esprit de la Saône, des Balmes, à l'intérieur de ce qu'allait devenir Confluence, mais aussi du quartier Sainte-Blandine. Donc, petite venelle, resserrée entre le collège et puis un immeuble de bureau il y a une quinzaine d'années. Un nouveau franchissement des voies ferrées. Ça, c'est la ligne qui va à Saint-Étienne, enfin Lyon-Saint-Étienne. Et le travail que nous avons mené avec les architectes, c'était aussi de se préoccuper de la vue que ceux qui empruntent le train eh bien, puissent aussi bénéficier de cette nouvelle urbanisation et de pas trop se retrouver dans un arrière de bâtiment. Parce que trop souvent, on est à la voie ferrée. Les bâtiments peuvent venir s'implanter à proximité des voies ferrées, mais ils s'en protègent et donc ils vont se retourner de l'autre côté et puis derrière, ils vous mettent toute la tripe. Ça fait une façade très pauvre. Tous les trucs sans intérêt, façade et puis autre chose. Vous avez des parkings, vous avez toute une série de choses. Bon, donc on a déjà pris ça en compte dans notre réflexion. Et on arrive sur cette place Camille Georges. Il était prévu un long espace de type jardin, très régulier, rectangulaire, en direction de la Saône. Et nous avons modifié ce principe. En fait, nous avons fait 2 places déhanchées. Et en se déhanchant quelque peu, comme ça, en repartant à peu près arrivé au milieu de l'espace, et en repartant sur notre gauche, vers le sud, on crée une 2e place légèrement déhanchée, un peu en quinconce, et qui nous permettra d'aller tout droit en direction de la Saône sur le théâtre de verdure. Alors, il y a aussi une image que je trouve tout à fait étonnante, c'est effectivement avec ce paysage-là, on est très très contemporain, on retrouve ces sortes de découpages presque de ce dont vous nous parliez, d'effet d'échelle. Il y a de la lumière qui arrive, les choses sont pas très... Elles sont à la fois régulières architecturalement quand même, hein, c'est pas des petites maisons, mais en même temps, elles sont découpées, la lumière peut arriver, il y a des ombres, on vient éclairer violemment à certains moments, et à d'autres moments, on est évidemment plus dans la pénombre. C'est sculpté, enfin, il y a une certaine façon de sculpter les choses. Cet îlot, ce fameux îlot K, c'est un des premiers îlots qu'on a posé quand on a développé cette confluence phase 1 qui vient au contact des constructions existantes. Parce que tout ce qui avait été livré sur les reconstitutions des friches, les docks, etc., on était quasiment sans voisins, sans prospects. Ce qui était plutôt facile d'ailleurs pour nous, et puisqu'on n'avait pas à se confronter à directement des questions de voisinage. Et puis le deuxième intérêt de cet îlot, c'est qu'on a souhaité ici de combiner logement, activité, commerce, en superposant d'ailleurs des bureaux sur des logements, ce qui est assez peu fait. On connaît la frilosité des investisseurs, naturellement. Et donc, on a amorcé ici ce qu'on appelle l'îlot actif, c'est-à-dire des îlots qui ne sont jamais gris, entre guillemets, c'est-à-dire qui fonctionnent la semaine, mais qui fonctionnent le week-end, et avec des cœurs d'îlots partagés. La particularité de cet îlot, c'était, on l'a appelé d'ailleurs à un moment donné l'îlot de test. C'était pour tester cette notion de mixité verticale, qui est très très rare, même si elle existe de fait dans les anciens bâtiments. Dans les bâtiments haussmanniens, finalement, on peut trouver du bureau, du logement. Mais quand on fabrique des bâtiments neufs, c'est assez compliqué parce qu'on a des réglementations en France qui sont assez lourdes, sécurité incendie, classement des bâtiments. Et lorsqu'on fait une mixité verticale et qu'on met par exemple du bureau et au-dessus du logement, on peut se demander si on est sur un bâtiment de bureau ou un bâtiment de logement. Un autre intérêt à la mixité verticale, c'est bien sûr les bureaux n'ont pas besoin de la même lumière
que les logements. Le rapport au bruit aussi est très important, c'est-à-dire que plus on monte au niveau des logements, plus on s'extrait du bruit de la ville. Les bureaux, on est dans un autre système qui permet d'être un peu plus bas, plus protégé du soleil. Et ensuite, lorsqu'on est dans les derniers niveaux, on a une vision sur Lyon, parce qu'on est monté, le fait de pouvoir mixer verticalement nous permet d'avoir des hauteurs aussi de bâtiments qui sont plus importantes. C'est-à-dire qu'on a créé des logements et des bureaux qui ont les mêmes hauteurs sous plafond. C'est-à-dire que de dalle à dalle, on a 3,20 m par exemple. Ce qui nous permet d'avoir des bâtiments plus hauts, et dans les derniers niveaux, on a des vues qui rayonnent à 180, 360 degrés sur Lyon, ce qui est quand même assez incroyable lorsqu'on construit une ville, un bout de ville complètement nouvelle. Et dans les villes existantes, dans le quartier de Sainte-Blandine, et puis comme dans beaucoup d'endroits dans la ville constituée, notamment dans le plan de Perrache, on a des bâtiments qui sont assez tramés, qui sont d'une certaine sobriété et assez tramés, avec une baie qui est répétée, un peu sur le modèle haussmannien, comme on peut trouver dans la ville constituée d'H2. Donc l'idée était de reprendre un système de volumétrie, bien sûr, mais aussi de modénature, c'est-à-dire de baies, de menuiseries qui sont verticales et répétées. C'est-à-dire qu'on a essayé de travailler avec un système de menuiserie pour l'ensemble du programme. Et finalement, l'idée était de pouvoir conserver un rythme continu sur ces bâtiments, comme on pouvait le trouver dans la vie entre guillemets ancienne. Aujourd'hui, spontanément, le lot d'autoroute avec 100 000 véhicules, les nuisances sonores, les nuisances de pollution, on ne peut pas mettre du logement. À 5 ans, on a une limitation importante. Donc on pourrait se contenter de mettre du bureau, d'avoir une barrière phonique pure et dure. On sait ce que ça donne, hein, c'est type périph' à Paris. Le week-end, c'est éteint, c'est des façades grises. Paris qu'on prend ici, c'est de dire, nous allons étudier la programmation de logement, y compris sur aujourd'hui ce qui est une façade sur l'autoroute, un bâtiment qui sera dans 3 ans, donc on verra les évolutions à 5 ans, et de permettre la réversibilité des usages. Et donc là, ça veut dire qu'on inscrit dans le dur des choses, c'est des hauteurs de dalles, c'est des réservations pour les ascenseurs, c'est de passer du bureau au logement. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, l'autoroute, c'est quelque chose de dynamique. C'est-à-dire qu'on sait maîtriser l'affaiblissement acoustique. Donc, le bâtiment a été très bien traité de ce point de vue-là. Et on travaille à l'intérieur vraiment, et on l'entend là. Hein. Enfin, il n'y a pas de bruit de fond ni quoi que ce soit. Et cette autoroute en bas qui tantôt, il y a du passage, il y a du monde de jour, de nuit, tout le temps, finalement je trouve que ça irradie une espèce de dynamique qui est finalement assez péchue et qui va bien dans notre approche un peu urbaine. Donc moi je suis pas gêné outre mesure, il se passe toujours quelque chose, c'est toujours vivant et pour ça c'est intéressant. Alors bien sûr si demain c'est déclassé avec un beau boulevard, on va pas cracher dessus bien évidemment, mais voilà, ça fait partie aussi de la logique et de cette mutation du quartier qui se fait petit à petit par ces dents creuses qui sont et dans le quartier historique de Gerland remplacé et bien sûr le nouveau quartier de Confluence qui est une vraie locomotive qui a amorcé sa phase 2 avec tout un ensemble de nouveaux projets et l'objectif qu'on connaît de faire vraiment un quartier de ville. On était plutôt dans un quartier d'exposition universelle on va dire sur la phase 1, un peu démonstratif, très intéressant qui a permis de mettre Lyon sur l'échiquier de l'architecture contemporaine mondiale, mais là dans la deuxième phase on va revenir un petit peu à essayer de créer de la substance et de la matière urbaine et nous ça nous va très bien, c'est à un mètre d'ici et tout ça on en profite et on a vraiment beaucoup de plaisir à être là et de travailler et de vivre. Et l'idée, c'était de dire quelle architecture pour dialoguer avec ce qui se passe devant. Alors, bien sûr, le côté un peu minéral en un premier temps, et puis liquide en un deuxième avec le Rhône. Et ça nous a fortement influencé, car on voulait une façade qui puisse dialoguer avec ce qui se passe en face. Et les choix de faire une façade avec un matériau réfléchissant, comme l'inox polybrillant plissé, qui va venir défragmenter la lumière, alors aussi bien de l'allée de Platane que les couleurs du Rhône qui changent au fur et à mesure de la journée, des couleurs de l'année, tout ça, ça a été quelque chose qui a vraiment été voulu de façon à pouvoir dialoguer et renvoyer un petit peu avec l'environnement. Ce qui était intéressant, c'est que c'était la première opération du quai.
Et je disais un jour, ce quai redeviendra... Je ne pensais pas que ça viendrait si vite. Même le maire Gérard Collomb, quand je lui en parlais, il me disait ouais, c'est le préfet, le gouvernement, c'est pas dans nos compétences, c'est pas demain qu'on enlèvera cette portion d'autoroute. Mais c'est venu vite. On voit très bien que les mentalités changent, les voitures roulent plus doucement, qu'elles sont silencieuses, qu'il y a des voitures électriques, il y a du partage, il y a du vélo, il y a plein de choses. Donc tout ça, on va retrouver des vrais boulevards, on le fait sur Garibaldi, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à le faire sur ce secteur-là et que le nombre de véhicules qui passent par jour n'est pas une raison suffisante pour massacrer une ville. Donc là, c'était intéressant de se dire, qu'est-ce que va être demain ce quai ? Je voulais découper cette architecture pour reprendre les principes de ces logements sociaux qui sont au sud et qui ont ces découpes, ces percées, ces transparences. Donc c'est un travail purement de proportion, d'esthétique et tout, ça n'a rien à voir avec le programme. La seule chose que j'ai amenée dans le projet, c'est cette faille. En disant, allez, me mettez pas des bureaux de chaque côté, j'ai des ascenseurs qui vont être vitrés sur le côté Fourvière, pour quand on prenne l'ascenseur, on puisse découvrir la colline de Fourvière et la basilique. J'ai envie de faire pénétrer la lumière au cœur même des circulations, parce que souvent on prend l'ascenseur dans des coins qui sont sinistres, alors que c'est là qu'on rencontre les gens, c'est là qu'on discute, c'est là qu'on attend l'ascenseur, qu'on a envie de voir la ville. D'un côté, je vois la colline de Fourvière, de l'autre côté, je vois le Rhône. C'est magnifique comme point de vue dans ces lieux de communication, d'attente, de rencontre. Donc on a fait en sorte que ce lieu-là soit un lieu essentiel. Ici, on est vraiment à la jonction encore du Perrache, je dirais ancien, historique, avec l'ancien marché de gros qui est démoli et toute cette phase 2 qui va démarrer ici. Voilà, alors c'est quoi le projet globalement ? Qu'est-ce qui va se passer et comment on va continuer cette ville ? Alors déjà, on va avoir une place ici, à cet endroit. Enfin, il y aura toujours une chaussée, parce qu'on n'empêche pas les relations entre le quai Perrache et Charlemagne, ouais. Mais le stationnement va disparaître, ou un stationnement qui va juste être le long des voies, c'est-à-dire que bon, ce n'est plus un parking, c'est une rue. Mais en tout cas, il a été décidé de ne pas construire ici parce qu'il y a ce lien un peu symbolique. Maintenant, la symbolique, il va falloir la nourrir. Des commerces, des activités culturelles, un marché peut-être. Bon, pour le moment, tout est exploré, mais rien n'est décidé. Et de toute manière, l'ASPL, Lyon Confluence, va organiser une concertation avec les habitants pour qu'on parle, quoi. Voilà. Ouais. Une partie de ce bâtiment va être préservée. Actuellement, vous avez la salle des musiques actuelles. Vous voyez, ça s'appelle Marché-Gare, qui va rester, avec simplement les deux ailes à droite et à gauche qui vont disparaître parce que pour le moment, elles n'ont aucune raison d'être. Il n'y a pas d'activité à l'intérieur. Et de façon à justement dessiner cette place, avec les nouveaux logements, les bureaux, eh bien, nous allons construire à la place. Mais en tout cas, on conserve ce bâtiment assez emblématique d'une époque qui montre l'histoire ancienne et avec, donc c'est des tracés nord-sud et perpendiculairement, vous avez tous les tracés est-ouest qui vous mènent du Rhône vers la Saône et qu'on va retrouver. C'est la poursuite de la trame Perrache. Pourquoi abandonner quelque chose qui marche bien ? Des rues nord-sud, le soleil peut s'y infiltrer, et des transversales est-ouest qui vont du Rhône à la Saône. L'intérêt de ce projet, c'est qu'il représente d'une certaine manière la porte d'entrée du projet urbain très ambitieux qui s'appelle Lyon Confluence. Et donc il a un rôle important puisqu'il annonce la contemporanéité, la modernité à venir, mais aussi la transition avec le bâti existant du quartier qui est juste limitrophe. Et d'une manière très importante, c'est d'une manière géométrique.
C'est-à-dire qu'il est à l'angle d'une rue existante et d'une rue qui rentre dans le nouveau quartier. Pourquoi il est arrondi? Parce qu'en face, justement, dans le quartier existant, il y a déjà un bâtiment qui a cette forme-là. C'était de dire qu'il faut partir du patrimoine aussi lyonnais, qui existe déjà dans la ville, où il y a un certain nombre de bâtiments arrondis à des angles, des carrefours, qui existent depuis les années 30. Nous, il nous semblait intéressant en fait de prendre parti et d'utiliser en fait cette forme géométrique qui avait été déjà faite il y a quelque temps pour la réutiliser, la réinterpréter et d'une certaine façon lui rendre hommage, l'intégrer au nouveau quartier et non pas le rejeter. C'est pas simplement de mettre beaucoup d'argent dans les prestations qui vont faire que l'immeuble est luxueux. C'est au contraire la précision programmatique, la précision aussi géométrique de répartition de tous ces logements. Le fait, par exemple pour nous, on trouve que c'est très luxueux d'avoir des logements traversants pour jouer avec la lumière du nord qui est très intéressante aussi bien que la lumière du sud qui est plus violente et plus difficile peut-être à maîtriser. Le nom de ce projet donc, est Lux, L-U-X, donc, qui fait référence à la notion de la lumière, de la luminosité, d'une certaine transparence sur l'usage qui en est fait de cet immeuble. Mais c'est aussi, évidemment, quand on le dit, le luxe, on pourrait dire, c'est la lumière. Le luxe, c'est luxe. Donc la taille des îlots aujourd'hui, il faut qu'on trouve des îlots à construire qui proposent une constructibilité relativement importante. On est sur 25 à 30 mètres carrés et qui vont permettre d'expérimenter une programmation mixte, bureau, logement, commerce. Je ne reviens pas sur les logements, dont au moins 30% de logements sociaux et intermédiaires. Donc ça, c'est très important. Mais il faut une taille critique minimum pour travailler sur ce qui va être les échanges. L'ambition qu'on a avec Lyon Living Lab, c'est bien de dépasser les simples cibles énergétiques. On est allé très loin sur Icari, peut-être trop d'ailleurs, sur le côté tech. On peut peut-être revenir à des choses un peu plus low-tech, un peu plus pérennes. Mais c'est de dépasser ces dimensions qui restent gravées dans la confluence. Rappelons qu'on a 2 clés d'or pour la dimension environnementale. D'abord des bâtiments qui consomment peu. Ici, on est dans les 4 ou 5 meilleurs projets au monde au niveau des consommations. Et le peu qui consomme, fourni par l'énergie verte à 80%. Donc ça, c'est les 2 clés d'entrée qui sont gravées dans le marbre depuis 10 ans sur Confluence, de lesquelles on ne dérive pas. Simplement, on raisonnait à l'îlot. Au mieux au bâtiment, donc avec une succession parfois de prouesses techniques, immeuble par immeuble. L'ambition de Lyon Living Lab, c'est de le faire sur un démonstrateur beaucoup plus grand et qui puisse générer des échanges ensuite entre îlots. Donc de passer cette notion de bâtiment énergie positive à quartier énergie positive, c'est-à-dire de se dire ici à l'échelle d'un territoire comme la Confluence, on a des producteurs d'énergie verte et donc on sait la difficulté de stocker l'énergie verte, c'est quand même compliqué, que ce soit le solaire ou le bois, et donc de se dire comment, à des moments différents et profitant de la confluence, logement, bureau, commerce, on sait que c'est pas les mêmes appels de puissance au même moment, comment, avec les 2 clés qu'on a, on a des bâtiments qui consomment peu, qui produisent de l'énergie verte, favoriser ces échanges, et éviter de tirer, j'allais dire presque sur le tuyau du nucléaire, parce que c'est ce qui est le plus facile, et donc de réduire l'empreinte carbone de ce quartier. Donc là vraiment, on est presque face à un paysage, le paysage de la phase 2, mais c'est un paysage vide. Ah, il n'est pas vide, il est rempli. Il ne vous convient pas, mais il est rempli. Bon, alors globalement, cette fameuse phase 2, comment vous allez intervenir? Qu'est-ce qui va se passer? Déjà, nous allons prendre le relais du projet initié par Herzog et Demeron, associé à Michel Desvignes. Donc il faut quand même justement penser qu'est-ce qui va rester, c'est-à-dire qu'est-ce qui n'est pas accessoire mais qui est et qui va s'inscrire dans la longue durée. La ville, c'est le temps. La ville, c'est l'accumulation. La ville, c'est la superposition des strates. C'est long parce que c'est ça qui est intéressant.
Si c'est long, c'est que ça peut changer. La première phase a démarré à peu près début des années 2000. Donc on voit que si on arrive peut-être à quelque chose qui se termine, on va dire, dans les années 2027, 28, voire peut-être 30, toute la réflexion aura démarré 40 ans avant. La phase 2, elle est le fruit de l'expérience de la première. Elle n'aurait probablement pas existé de cette manière-là si on ne tirait pas des enseignements de la première. C'est aussi d'amener une réflexion sur l'architecture qui puisse être peut-être moins démonstrative, moins liée au moment où nous faisons les choses. En même temps, on aime bien circuler dans des quartiers, se dire « Ah tiens, ça c'est les années 1920, ça c'est 1950, ça on est plutôt dans les années 80 ». Ça date. Et puis de la même manière, au 19e siècle, vous êtes dans des quartiers baroques, vous êtes dans des quartiers classiques, vous êtes dans des quartiers néoclassiques ou de la grande bourgeoisie de la belle époque. Chaque époque nécessairement produit son architecture dans ces bâtiments la façon dont elle se représente. On revient visiter ce qu'on a fait. Pratiquement tous les 2 ou 3 ans, on revient avec des cabinets externes, de sociologues, etc. On revient visiter un espace public qui a au moins, par exemple, 1 an de vécu, c'est un printemps, un été, un automne. On vient voir des programmes de logement et on réinterroge ceux qui se sont appropriés l'espace public. Donc c'est les visiteurs, c'est les habitants, c'est les salariés, etc. En disant qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui est au-delà, je dirais, de la bordure, etc. Et ce qui nous permet de renourrir, nous, le discours avec nos concepteurs, nos paysagistes. Et de la même manière, sur les programmes de logement de bureau, qu'est-ce qui est apprécié dans le logement, qu'est-ce qui manque dans le quartier, c'est-à-dire vraiment du logement du seuil du quartier. On vient de le terminer ici sur 275 logements. Alors, on a 87% de satisfaction, on est content, mais du coup, on cible sur les 13, comment fonctionnent les coursives, qu'est-ce qui... les locaux à vélo, suffisant, pas suffisant, quel commerce est attendu. C'est toujours très compliqué de programmer comme ça les commerces ex abrupto. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas beaucoup rencontré effectivement en France. C'est la permanence de... On est là pour 20 ans, enfin peut-être pas moi, mais cette permanence, la petite maison dans la prairie, la maison de la confiance, qui permet de prendre le pouls en permanence de ce qu'on fait et de rectifier le tir. On est, alors soi-disant des experts de la ville, mais pas de la vie, et de nourrir du quotidien et du réel de ce qu'on a pu faire pour enrichir la réflexion et proposer des choix alternatifs à tous les arrivants. Les arrivants, c'est-à-dire ceux qui travaillent, ceux qui vivent, ceux qui commercent, etc. We tried to do 3 buildings that had their own identity. We thought it was important that people could have at least their own identity in between this multifamily building. Every apartment also has an identity, so they're different. All of them, they're different in little details. In the 3 in one of the buildings and the other building, all the apartments are completely different. And when you feel individual and you have your own individuality, you can participate much more in a community. And if it's way more difficult if you live in a shoebox, that it just has this regular openings, than if you have your own place that it's really unique. Especially, I believe that the people that have more economical needs have more this necessity to belong, to be part of it, because normally they are the relegated people in society. So I believe it's a little piece of the puzzle that starts to create a social integrity and cohesion. Stony, c'est un immeuble de logements sociaux. On est sur une situation où le bâtiment, c'est le premier bâtiment sur le cours Charlemagne qui annonce aussi la ZAC 2 et la 2e phase. Et donc on amorce vraiment ce qui va dérouler après sur le sud de la ZAC. Le parti pris du projet, c'était de s'inscrire dans la continuité de la ville
Également en adéquation avec le cahier des charges, parce que Herzog et de Meuron appuient aussi beaucoup là-dessus, en travaillant sur les proportions des ouvertures, sur donc les hauteurs, les doubles hauteurs, on a fait toute une étude sur le dessin de façade des immeubles existants, en fait, et notamment l'immeuble mitoyen. Le bâtiment, on peut le décrire avec une peau sur les façades nord, sud et ouest, plutôt hermétique, très en cohérence avec la ville existante. Et par contre, sur la façade est, sur le cœur d'îlot, on s'ouvre complètement sur ce qui se passe dans le jardin et sur la vie des gens et sur les autres, en fait. Et donc, on a une écriture qui est beaucoup plus légère, qui est faite avec on n'a plus de massivité comme on avait avant. Donc, on a des passerelles et des coursives qui sont en béton, qui sont vraiment très légères, avec un système de suspente pour pas qu'on ait de système structurel qui soit perceptible. Et on a une écriture qui est tout autre. C'est un bâtiment avec une double orientation, une double écriture et qui a vraiment deux comportements différents vis-à-vis de l'extérieur et vis-à-vis de l'urbain, en fait. On est assez partisans de manière générale sur les immeubles de logement d'essayer de travailler sur la qualité des espaces communs. C'est-à-dire que quand on peut amener de la lumière naturelle dans un escalier, on en amène. Quand on arrive à avoir un escalier ouvert à l'air libre et qu'on est suivi avec notre maître d'ouvrage, on essaie d'amener une qualité pour que c'est des espaces secondaires, mais c'est aussi des espaces où tout le monde vit, que tout le monde traverse, et on amène de la qualité. Il y a cette réflexion sur calmer le jeu et avoir quelque chose qui soit pérenne dans sa volumétrie déjà, et en même temps dans ses matériaux. C'est-à-dire retrouver une matérialité, si je puis dire, qui ne soit pas quelque chose de lié à des phénomènes très passagers. Parce qu'on est souvent soumis à cela quand on fabrique de la ville, et les architectes encore plus que nous, c'est d'utiliser les derniers matériaux du moment qui viennent de sortir. Mais il faut arriver à retrouver, par la matérialité, des émotions un peu brutes. Vous voyez ce que je veux dire? Et pas quelque chose qui est de l'ordre comme ça, un peu du clinquant. Des émotions un peu brutes, ouais. C'est-à-dire ce qui agit en sensation au plus profond de nous-mêmes. Des matériaux rugueux ou des matériaux lisses, des matériaux qui prennent la lumière, ou qui la réfléchissent, quelque chose qui nous renvoie à quelque chose de très primaire, presque sauvage, vous voyez? La particularité de cet îlot A3, c'est qu'en fait, il est organisé autour d'un jardin, qui est une sorte de jardin partagé, jardin commun, sur lequel sont disposés les logements sociaux, les logements en accession, les bureaux, etc. Et donc, ce que nous croyons beaucoup, c'est justement cette interaction-là, visuelle, qui est le principal, puisque en fait, chaque plateau et chaque niveau de bureau bénéficiera d'une terrasse ouverte sur ce fameux jardin, et ce qui permettra, je pense, d'avoir des échanges, que ce soit visuel, etc. Après, c'est une composition que l'urbaniste Herzog et de Meuron donc ont fait, c'est-à-dire en essayant de travailler sur des espaces qui soient assez restreints pour créer un peu des tensions entre les volumes, et que cet immeuble de bureau essaye de s'intégrer dans une sorte de composition d'ensemble, urbanistique et esthétique aussi. Et je pense également que le fait d'avoir une unité de matériaux, en l'occurrence le béton, participera aussi à une sorte d'homogénéisation de l'ensemble. Bien sûr, à Lyon, on est tous obsédés par la mémoire des traboules. Il s'agissait de reproduire cette pratique, mais tout le monde sait qu'avoir un passage public dans un îlot privé est très complexe. On veut tous croire que les îlots pourraient être ouverts à tous, à tout moment. Et puis justement, la réalité s'impose et les copropriétés rendent cela impossible. Et là, tout a été fait pour que le passage public existe, avec des limites durables, mais le caractère que l'on donne à ces cours de copropriété, justement, fait que ce ne sont pas non plus des isolats que l'on regarderait ou l'on n'irait pas. C'est un lieu utilitaire d'abord, et ça, je crois beaucoup. Je crois beaucoup à cette vie, c'est très intense, et vous voyez que c'est très loin d'autres lieux où nous aurions pu dire ce sont des jardins naturalistes qu'on regarderait. Là, c'est vraiment l'usage qui détermine presque ce caractère. Et ce qui est très intéressant dans notre mission avec Herzog et de Meuron, c'est que, bien entendu, il y a la conception de l'ensemble de ce quartier, mais il y avait l'idée que nous puissions faire des prototypes. Et justement, la grande particularité de cet îlot-là, c'est que c'est un îlot prototype
qui permet aux urbanistes de vérifier leur... enfin, plus que de vérifier, enfin de tout à fait mettre au point et de montrer la pertinence de leurs solutions pour l'ensemble des îlots à venir, et naturellement pour le paysage également. La nature, est-ce qu'elle va faire partie de ces matériaux? La nature, oui, parce que là, évidemment, je vais parler des bâtiments. Mais ça va avec. Ça va avec. On est dans des quartiers nature. Et la Saône, c'est vraiment le grand développement nature de tout ce quartier. Et ça va se développer au sud. Avec Michel Desvignes, son idée forte du champ. C'est pas un champ, c'est le champ. Ce n'est pas pareil. À savoir que la terminaison de la presqu'île, il retrouve, son idée, c'est de retrouver l'entrelac de la confluence, voilà, les Launes, de la confluence entre Saône et Rhône, et où nous avions comme des espèces de petites îles comme ça qui se dessinaient en fonction des inondations ou pas. Bon. Et donc, ce champ qui limite l'urbanisation très régulière va être parsemée de quelques bâtiments insérés dans une végétation, une présence végétale très très forte, et qui plus est, des cheminements publics qui vont venir se faufiler entre les lots avec de la présence d'eau dans des fossés qui vont accompagner les cheminements, et par ailleurs qui sont eux aussi ourlés de végétal et qui feront disparaître toutes les clôtures. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a l'idée d'un espace public unitaire pour l'ensemble du quartier du marché, une abondance d'arbres, une grande nappe d'arbres, à la fois sur les espaces à l'extérieur des îlots, donc dans les rues, à l'intérieur des îlots dans ces cours. C'est une nappe homogène. La grille des rues est un tracé régulateur. Des bâtiments s'inscrivent dans ce maillage, mais également des espaces publics à l'extérieur des îlots. Il y a de temps en temps des reculs de certains bâtiments qui permettent d'avoir, le long des rues, parfois de part et d'autre d'une rue, des sortes de places ou de jardins publics organisés par ce maillage régulier, mais non pas simplement inféodés à ce maillage régulier. Donc ça, c'est intéressant. Et justement, ces places sont plantées d'une abondante quantité d'arbres presque forestiers, que l'on veut retrouver à l'intérieur des îlots. C'est-à-dire qu'on a une continuité, pour autant ces espaces sont de nature différente. Il y a quand même une limite très claire qu'on appelle la transversale, qui va de la Saône au Rhône et qui, elle, n'est pas comme les autres voies est-ouest perpendiculaire à la trame nord-sud, mais est légèrement en biais. C'est une transversale qui ira peut-être d'une passerelle sur la Saône à une autre passerelle sur le Rhône. Et ça, c'est l'arrêt de la ville très organisé. Le champ, c'est cette idée-là qui associe une très très forte présence de la nature sur des tracés plus ou moins aléatoires et qui retrouve cette histoire ancienne entre Rhône et Saône. Et puis à l'intérieur, c'est quand même habité, c'est pas un parc. On peut y travailler, il peut y avoir une résidence chercheur, il peut y avoir la French Tech qui va s'installer dans un bâtiment existant, la Halle Girard, donc tout ça est parcouru, habité, et puis en même temps, c'est ce qui nous permet aussi de prendre la direction du musée. Il ne faut pas oublier qu'il y a un musée quand même de l'autre côté. Donc le projet du totem Lyon French Tech, c'est en premier lieu l'opportunité de redonner vie à un beau bâtiment de Lyon, l'ancienne halle Girard, une halle industrielle du 19e siècle, une belle halle industrielle qui est l'un des derniers témoins de ce passé industriel du site sud de la Confluence. Donc aujourd'hui, cette nouvelle activité du monde numérique, d'ouverture sur l'extérieur, de lieu, de véritable vitrine de l'écosystème numérique lyonnais, avait besoin de retourner le système et de s'ouvrir sur le futur quartier. Pour ça, on a évidé une partie de la grande nef en gardant sa belle structure et sa grande toiture pour garder la grande échelle de ce bâtiment. Par contre, on l'a ouvert au public, c'est-à-dire qu'on va trouver une grande place couverte, une grande place ouverte et qui est le lieu de distribution. Ça va être un lieu de transition entre la ville et la French Tech, entre la ville et le parc. Ça va être aussi un lieu de communication
pour les startups, on va pouvoir s'exprimer, communiquer à l'extérieur. Et c'est un lieu aussi à vivre, un espace à vivre, où restaurants, salles d'exposition vont donner dessus, sur cette place, et pouvoir lui donner une animation et une vie quotidienne. Trois grandes étapes. Il y a eu 2006, les premiers grands lots qu'on a lancés le long de la Darse, donc c'est 75 mètres carrés, des bureaux, des logements, des commerces, avec ce partenariat, premier partenariat européen avec Saragosse et Milan, et puis un concours européen qu'on gagne, 4 millions pour nous aider à faire des logements plus vertueux. C'était le premier déclic. Le deuxième, c'est Ikari. On franchit encore un partenariat avec le Japon, là c'est pratiquement 30 millions d'euros sur le bâtiment, sur les voitures en éco-partage, sur un système intelligent de partage des données, un CMS. Donc ça, c'est le deuxième cran. Et le troisième, c'est vraiment celui dans lequel on est aujourd'hui, c'est le DIVD, donc le démonstrateur industriel ville durable avec les ministères et Bouygues, qui vont nous permettre là de solliciter des ruptures, au-delà du dur, des ruptures qui vont s'inscrire dans le juridique et dans le légal, le droit à la dérogation sur tout ou partie des îlots qu'on va construire ici pour aller beaucoup plus loin. De ce qui va se faire sur la phase 2, ça pose les principes aujourd'hui qu'on va décliner sur ces 35 hectares, c'est-à-dire les principes de morphologie urbaine, ce principe de mixité effectivement de programmes, logement, bureau, commerce à l'intérieur d'un même îlot, le principe de la cour jardinée traversée posé par Michel Desvignes. Dans cette ville, alors intelligente, j'aime pas le mot, mais cette ville plus... Alors mettons la ville intelligente dans le sens ville partagée, et pas simplement sur le fait technologique.